Ravi de vous retrouver pour les infos d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à tous. Voici les titres du journal. Une cité ministérielle pour l'amélioration des conditions de travail au Bénin. La mise en service est pour bientôt. Visite guidée de l'ouvrage flambant neuf dans ce journal. Les forces armées béninoises et américaines en appui aux populations de Kotopunga à Titengu. L'opération vise à rassurer les populations de cette région ébranlées par des actes d'insécurité. La ville de Djougou dans l'effervescence des Jeux universitaires, coup d'envoi officiel hier et les rencontres s'enchaînent dans plusieurs disciplines sportives. Le point dans un instant. Un cadre de travail décent pour travailleurs et usagers de l'administration publique, la cité ministérielle est érigée sur le boulevard de la Marina pour une amélioration des conditions de travail au Bénin. Ensemble, faisons une visite guidée des lieux, c'est sous la conduite de Jérôme Hungo. Avant l'avènement du président Patrice Talon, l'administration publique était dispersée dans plusieurs bâtiments loués par l'État, et ce qui faisait que l'État dépensait au moins 10 milliards de francs CFA par an pour ces différents baux. À l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, il a révolutionné le secteur de l'administration en initiant des projets de cité, une cité ministérielle pour les cabinets des ministres, les directions centrales, une cité technique administrative à Bomé-Calavi. Je note que la cité ministérielle est à Cotonou, une cité administrative technique pour toutes les directions techniques de tous les ministères à Bomé-Calavi, à Hossougueta précisément, et au niveau départemental, des cités départementales administratives qui vont regrouper et la préfecture et les directions départementales de tous les ministères au niveau départemental. La cité ministérielle a été dimensionnée pour accueillir au total 20 ministères. C'est 10 bâtiments de type R+5. Donc, ça fait, dans notre jargon, 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Donc, du rez-de-chaussée au 2e étage pour un premier ministère et du 3e étage au 5e étage pour un second ministère. Aujourd'hui, les travaux de cette cité sont pratiquement achevés. Chaque ministère connaît déjà son bâtiment et ses paliers. Les cabinets des différents ministères sont déjà allés visiter ces bâtiments-là, ces bureaux-là, et sont prêts à se déplacer. Il faut dire également que le projet cité ministérielle, c'est également l'équipement mobilier. Donc le mobilier va commencer par être mis en place à partir du mois de novembre, et l'entreprise chargée d'installer ce mobilier-là en a pour 3 mois. Moi, je pense que construire ce genre de bâtiment, c'est pour améliorer l'image de Cotonou. Ça rend vraiment Cotonou plus propre. Avec ça, moi, j'encourage vraiment le gouvernement de continuer par construire ce genre de bâtiments un peu partout, parce que c'est notre ville, une grande ville. Donc, ça, c'est une grande économie pour que l'État puisse avoir un ouf de soulagement par rapport aux diverses dépenses, aux locations, tout ça là. Quelque part, si ces ministères-là sont là et que d'autres vont à Calavi, ce serait encore bon. Quelqu'un qui a besoin d'un service d'un ministère, qui vient à la cité ministérielle, n'aura plus à se déplacer à plusieurs endroits avant d'avoir gain de cause.
s'il finit avec tel ministère, s'il a besoin d'un autre ministère, il va dans ce ministère-là. Quand il a besoin des services, des directions techniques, il ira à la cité administrative d'Aronsubeta. Toutes les directions techniques de tous les ministères sont là-bas. Donc, vous voyez que ça facilite la tâche aux usagers. Maintenant, vous allez me demander comment les directions techniques seront à Abomey-Calavi et les cabinets ministériels à Cotonou, comment va se faire la liaison des différentes réunions et consorts. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons œuvré beaucoup plus pour la dématérialisation. Donc les communications, les réunions en ligne vont davantage se démultiplier et au cas où il y aura dans l'extrême besoin à se déplacer, il y aura un bus qui va servir de liaison entre la cité administrative et la cité ministérielle. Et voilà, c'était la cité ministérielle. Et parlant justement du ministère, celui en charge des affaires sociales lance la mise à jour des données des ménages pauvres extrêmes bénéficiaires du programme Besoké. Une actualisation qui fait suite au constat de certaines anomalies dans le fichier antérieur établi depuis 2018. La mise à jour a lieu dans la zone d'intervention de la phase pilote du programme. À Cotonou, par exemple, une équipe conduite par Ulvaeus Balogun a fait le constat de l'effectivité de l'opération. Barthélemy est un pêcheur. Père de 8 enfants, il vit à Ladji, l'un des quartiers les plus précaires du département du littoral. Il est ici pour actualiser ces données dans le cadre de l'opération de mise à jour des informations des personnes bénéficiaires du programme Besoké. L'opération est mise en œuvre par le ministère en charge des affaires sociales. Le travail qui se fait sur le terrain consiste à aller vers les ménages et à pouvoir valider leur caractère pauvre extrême. Et vous constatez qu'aujourd'hui, nous sommes à Ladji, où la population s'est déplacée, où on essaie d'évaluer leur caractère pauvre extrême, mais les opérateurs vont aussi dans les communautés pour rencontrer ces ménages, pour certifier ces ménages-là. Une certification devenue nécessaire au regard des anomalies constatées dans la base de données préalablement établie depuis 2018. 2018, à ce jour, il y a eu beaucoup de personnes qui ont changé de statut. Il faut alors nécessairement actualiser cette base de données. Et à la fin de cette opération, nous aurons alors une base de données qui sera suffisamment exclusive. Cette opération, lancée dans 12 communes pilotes, va permettre d'épurer la liste des ménages pauvres extrêmes ciblés par le programme Besoké. Un programme destiné à soutenir la capacité productive et d'autonomisation des ménages pauvres extrêmes. L'opération que vous venez de suivre à Cotonou se déroule aussi dans le département de l'Ouémé. Et comment évolue-t-elle là-bas? La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance a effectué une descente dans la commune d'Adjoun pour le savoir. Sur place, Solange Ojo Aronsou a fait quelques constats qu'elle partage avec Nathalie Doris Olabi et Calvador Awan. Dans le cadre du programme Besoké qui a été mis en place par le gouvernement afin de soutenir la capacité productive et l'autonomisation des ménages pauvres extrêmes. Dans le processus de sa mise en œuvre, en juillet dernier, nous étions descendus sur le terrain pour distribuer des cartes SIM afin de procéder dans le futur au transfert monétaire aux bénéficiaires de ce programme-là. Au cours de cette opération de distribution de cartes SIM, nous avons constaté assez d'anomalies. Ces anomalies-là ne sont rien d'autre que
les conséquences de la mauvaise foi de certains agents de terrain qui ont accompagné la mise en place de la base que nous appelons le registre social unique. Cette base a été mise en place depuis 2018. Eh bien, cette base, en plus de ce que nous avons constaté avec les agents de terrain, cette base s'est révélée caduque. Et du coup, il faut procéder à l'apurement avant de continuer le processus. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain, cette fois-ci avec l'INSTAD, pour procéder au croisement des informations et procéder en même temps à la certification des ménages devront bénéficier de ce programme-là. Je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau au gouvernement pour sa détermination. Et le gouvernement est vraiment décidé à chasser de nos communautés la pauvreté. Il y a plein de programmes de filets sociaux qui vont au profit de ces communautés-là. Un soulagement pour les habitants de Kotopunga, c'est dans la commune de Natitengou. Ils viennent de bénéficier d'un appui conjoint des forces armées béninoises et américaines. C'est dans la lutte contre l'insécurité. Il faut dire que l'opération s'inscrit dans le cadre, faut-il le répéter, des opérations d'action civilo-militaire. Giscard Apovi et Enoch Humpati pour le reportage. Des soins gratuits offerts par les militaires, c'est l'action civilo-militaire en cours ici à Kotopunga, dans la commune de Natitengou. Les habitants vivant sous la menace de groupes terroristes bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite pour améliorer leur état de santé et leur bien-être. Notre premier objectif d'abord, c'est d'apporter des soins préventifs et curatifs aux populations de Kotopunga. Mais le deuxième objectif, c'est d'être en symbiose pour qu'ensemble nous puissions lutter efficacement contre le mal qui est en train de nous ruiner. Je veux parler du terrorisme. De la maternité aux soins préventifs en passant par la médecine générale, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance et un fort sentiment d'appartenance à leur communauté et à la nation béninoise. Je suis venue ici pour recevoir des soins. J'avais la toux, le rhume. Je dis merci aux hommes en uniforme et aux blancs. Nous sommes bien soignés. On nous a bien reçus. J'ai déjà eu mes médicaments. Ils m'ont donné suffisamment. Je remercie beaucoup aussi le gouvernement qui a pensé à nous. Je suis bien soigné. Je remercie le gouvernement. Je remercie les hommes qui sont venus. Mon équipe et moi travaillons continuellement avec l'équipe des ACM Bénin depuis quelques mois maintenant. Nous avons eu pas mal de recommandations pour les médicaments et les localités potentielles pour cet événement médical. Notre objectif aujourd'hui à travers cet événement médical est d'aider à améliorer la relation entre la population locale et les militaires afin que la population se familiarise avec les soldats qui leur apportent du soutien, surtout avec la situation sécuritaire dans le nord du Bénin. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre le gouvernement béninois et les États-Unis, est soutenue par l'organisation Spirit of America. Nous, on représente les citoyens américains aussi, qui veulent de leur part soutenir les efforts des forces américaines dans le monde, mais aussi leurs partenaires. Justement, le colonel Tassou et son équipe qui a mis en place tous ces efforts. Bon, ça, c'est le troisième qu'on a fait avec eux. Et ça se montre qu'eux, ils sont doués à ça. Ils savent le faire et ils le font très bien. Au-delà de Kotopunga, d'autres localités touchées par les menaces bénéficieront également de ce programme. Cette coopération bénino-américaine vise à renforcer la résilience des populations face aux défis sécuritaires. Coup d'œil maintenant sur le lexique juridique. Quel rôle joue l'agent judiciaire de l'État, autrefois appelé agent judiciaire du Trésor? C'est à cette question que s'intéresse notre minute juridique du jour. La réponse nous est rapportée par Marcel Ahossi. L'agent judiciaire du Trésor a pour attribution de centraliser et de gérer les contentieux dans lesquels l'État est impliqué. Outre ça, l'agent judiciaire du Trésor a pour mission d'assister les offices et les sociétés dans les contentieux qui sont liés à l'État. L'agent judiciaire du Trésor a également pour rôle de représenter les administrations et les structures de l'État dans les contentieux et a entre autres attributions d'aller opérer de façon diligente le recouvrement des créances de l'État
des créances qui sont étrangères à l'impôt, des créances qui sont étrangères au domaine, ainsi que les offices et les sociétés qui sont liquidées ou dissous. L'agence judiciaire du Trésor a pour rôle d'engager des poursuites judiciaires à l'égard des civils ou des personnes sur lesquelles l'État a une créance. Et toutes les actions qui sont liées à l'État, que l'État soit débiteur ou créancier, il y a l'agence judiciaire du Trésor qui intervient et ces actions sont intentées par lui ou sont dirigées contre lui dans le cadre des créances dans lesquelles l'État est impliqué. L'actuel agent judiciaire du Trésor n'est personne d'autre que le magistrat Ulrich Gilbert Togbono. À Banikwara, les populations retrouvent avec joie la boucherie centrale rénovée. La rénovation a été financée par l'ambassade des États-Unis à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers. Judikaël Ayena et Ousmane Baparapé étaient présents à l'inauguration. La boucherie centrale rénovée de Banikwara ouvre ainsi officiellement le chemin des transactions commerciales autour de la viande. Ce qui reste à faire, c'est de voir comment entretenir cette maison. Nous allons faire bon usage. Les usagers également, je leur demanderai de bien utiliser ce bâtiment. Cette boucherie, tant admirée, symbolise l'engagement ferme des Américains à soutenir les efforts des autorités béninoises, aussi bien au niveau national que local. En réhabilitant cette infrastructure et en organisant une série de dialogues entre les bouchers de différents groupes ethniques, notre objectif est de réduire les risques de conflits intercommunautaires et d'accroître leur engagement positif pour la paix et la consolidation de la cohésion sociale au sein de leur communauté. Nous avons beaucoup de défis de développement à relever et grâce à votre soutien, grâce au soutien du peuple américain, nous pensons venir à bout de ces problèmes par ces différentes interventions. Je voudrais également prendre l'engagement au nom des populations ici présentes que le joyau sera bien utilisé, bien entretenu et va créer davantage un cadre de cohabitation pacifique entre les bouchers, entre les éleveurs, entre les Haoussa et également entre les différents acteurs et actrices de la boucherie de Banikwara. Un rêve devenu une réalité. L'imprudence sur nos routes avec son lot de victimes, cette fois-ci, c'est au carrefour Hubert Magad Parakou. Un accident de la route entre un camion et un motocycliste a fait un mort et 2 blessés. Retrouvons Ronald Robinson et Michael Noatia Parakou pour les détails. Un énième accident sur le tronçon Bayero-Carrefour Hubert Magad vient d'ôter la vie à une jeune dame. Prise en sandwich entre un camion gros porteur et un bus de transport en commun roulant à vive allure au niveau du carrefour Hubert Magad. Au dire des témoins, cette jeune femme a fini écrasée sous le camion. Une perte effroyable qui plonge ses proches dans une vive douleur. Vraiment, on ne comprend rien. Cet accident a également fait 2 blessés conduits d'urgence vers les centres de santé. Tout en émoi, des riverains et autres témoins ayant requis l'anonymat appellent à des mesures plus sérieuses pour sécuriser les passagers. Les accidents au niveau de Hubert Magad, là, tous les jours, c'est trop. Ce que nous on veut, là, que la police au moins vienne à notre aide. Reste au niveau de Hubert Magad, là, pour au moins assurer la sécurité. Ils n'ont qu'à s'arrêter pour nous guider. Surtout comme la fin d'année s'approche là. La circulation au Hubert Magad, rond-point là, c'est trop. Les belles viennent du fil, les titans. Les bus, les motos aussi, on ne sait plus comment. Vraiment, pardonnez, aidez-nous. J'ai bien envie que vraiment nos autorités, s'il faut mettre d'Odal, nos cas mettre d'Odal. Les allures des titans, des bus, des camions qui se passent de l'hôpital chinois jusqu'au carrefour, vraiment c'est de dommage, c'est triste et c'est pas la peine. Parce qu'on pouvait toutefois éviter
On peut tout éviter s'il n'y a pas d'excès de vitesse. Bon, on dirait même que c'est quand il rentre à Parakou qu'on veut voir si le moteur est en forme. C'est triste, c'est dommage et ça tue les gens. Avec la résurgence des cas d'accidents mortels, souvent enregistrés vers la fin d'année, ce drame a de quoi réveiller les bons comportements à observer, notamment la prudence en circulation. La ville de Djougou vibre depuis hier au rythme de la 11e édition des Jeux universitaires. Plus de 600 athlètes de 10 établissements d'enseignement supérieur vont compétir. La cérémonie de lancement des Jeux s'est effectuée en présence de 3 membres du gouvernement. Jérôme Humbo pour les précisions. 669 athlètes représentant 24 entités universitaires de 10 établissements d'enseignement supérieur sont invités à cette 11e édition des Jeux universitaires. Ils vont compétir en 5 disciplines: le football, le handball, le volleyball, le basketball et l'athlétisme. Nous souhaitons promouvoir la cohésion sociale et créer des souvenirs inoubliables pour tous. Les équipes gagnantes recevront des trophées marqués Jules 2024, des médailles et une récompense financière. Les chèques certifiés sont prêts et n'attendent que vous. La belle cité dongalaise des Pétoni, pendant 6 jours, va vibrer au rythme d'un brassage intellectuel, mais surtout physique. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette sublime occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour la construction de cette magnifique infrastructure qui nous accueille aujourd'hui. Le stade omnisport de Djougou, qui, j'en suis convaincu, a été déterminant dans le choix de la ville de Djougou pour abriter le présent événement. Le ministre des Sports, Benoît Dato, dont l'engagement n'est plus à démontrer pour une matérialisation sans faille de la vision du président Patrice Talon, s'est fait entourer des ministres Éléonore Yahi Ladécan de l'enseignement supérieur et Yves Kouaro Chabi du secondaire. Je prends le pari avec vous que cette 11e édition sera un succès retentissant. Battons-nous tous ensemble pour y arriver. Chers athlètes et membres de délégation, que votre séjour soit marqué par la convivialité, le fair play et l'excellence sportive. Profitez de ce beau département. Profitez de cette belle ville. Enfin, je souhaite à tous de vivre des moments inoubliables à Djougou, terre d'accueil et d'histoire qui nous offre un accueil chaleureux. Que les meilleurs gagnent. À cette véritable fête du sport universitaire du Bénin, une palette de techniciens, bénévoles, photojournalistes, webactivistes et autres entreprises sont mobilisés. Les Jeux universitaires, c'est aussi un village des Jeux pour les artistes et artisans du département de la Donga et autres, pour la valorisation du consommant local. Il faut ajouter que la deuxième journée a été marquée par des rencontres intenses dont les résultats viennent de nous parvenir à chaud. Au volleyball, j'ai ici Fazège UAC contre Flash UP côté dames, 3-0 en faveur de Fazège UAC. Fazège UAC encore contre l'INGEPS côté hommes et ici Fazège UAC s'incline 0-3. Flash UP FDSP UP côté hommes, eh bien c'est la victoire est du côté de FDSP Homme UP. La victoire est du côté de FDSP UP. Et puis, nous avons FLAC UAC contre l'INGEPS. La victoire est du côté de l'INGEPS, 3-0 du côté des dames. Alors, il y a également quelques autres résultats du côté de handball. Nous avons FACH UAC contre ESST Lokosa Dames. Le score 20-7 en faveur de FACH UAC. Flash UP côté dames
bat l'INGEPS 28-13 et ESST Lokossa fait le nul 28-28 face à Flash UP côté homme. Voilà globalement les derniers résultats qui viennent de nous parvenir. Un éclairage à présent sur les nouvelles opportunités de financement offertes par le projet français Vivre ensemble par le sport. Ahmed Taoufik, conseiller technique à la jeunesse, aux loisirs et au handisport, et a présenté ces opportunités aux responsables des fédérations sportives. Il a mis l'accent sur la stratégie, la planification et la méthode à développer pour obtenir le financement. Le projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin. Voici le compte-rendu de Hugues Zissou Zouno. Un financement de l'ambassade de France au Bénin en partenariat avec le ministère des Sports pour soulager les différentes fédérations sportives. Et c'est le conseil technique à la jeunesse, aux loisirs et au handisport qui annonce la bonne nouvelle aux responsables fédéraux au cours de ces échanges. Nous avons voulu échanger avec les fédérations, différentes fédérations béninoises aujourd'hui pour les informer sur les différentes opportunités de financement que le sport offre avec l'ambassade de France et le ministère des Sports. La substance d'aujourd'hui se base sur un projet que l'ambassade de France lancera, qui s'intitule « Vivre ensemble par le sport ». Et l'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'informer les fédérations sportives sur ce projet-là et les expliquer comment postuler pour cet appel à projet. Pour en bénéficier, il faut élaborer un projet structuré, viable et convaincant. Avec les orientations du conseiller technique aujourd'hui, je crois qu'on est bien outillé pour présenter un très bon projet afin de bénéficier encore de ce financement les années à venir. Nos projets tournent autour des personnes handicapées physiques, des personnes handicapées de la vue, des personnes handicapées auditives et des personnes handicapées intellectuelles. Le projet, à part donc l'initiation au handi-basket, nous allons donc les former aux activités génératrices de revenus. Aux différentes fédérations de bien utiliser ces fonds une fois qu'elles en bénéficieront. Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Bénin joue ses dernières chances. Il est deuxième de son groupe avant les 5e et 6e journées des éliminatoires. Il joue dans les prochains jours ses matchs les plus décisifs. C'est contre le Nigeria et la Libye. Le sélectionneur des Guépards a déjà publié une liste de 25 joueurs. Le dossier du dimanche est consacré aux Guépards convoqués. C'est avec Hugues Zissou Zouno. Je précise que dans ce dossier, il fait aussi l'analyse des chances de qualification du Bénin. Suivons-le. Les Guépards amorcent le virage le plus décisif de ce mois de novembre. Ils n'ont pas droit à l'erreur ni au faux pas. Les protégés de Guénoro ont l'obligation de résultat face au Nigeria et à la Libye. Pas besoin de se focaliser sur la Libye ou le Rwanda au risque de sortir la calculatrice lors de la dernière journée. Il faut impérativement prendre plus de points que ces deux poursuivants afin de ne pas plonger à nouveau dans une nouvelle désillusion. Pour cette bataille d'Abidjan et de Tripoli, il y a un grand absent, Cédric Ntondi. Il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Le sélectionneur franco-allemand du Bénin a fait appel à Serge Obassa qui refait son retour. Lenny Pirengel, qui était à Amiens pour les journées FIFA du mois de mars, est aussi appelé. Quant à Ariane Adigo, convoqué il y a 2 ans par Moussa Latonji, il découvrira le groupe de Guénolror. Nous avons le retour de 2 joueurs que nous avons suivis et qui ont très bien évolué ces derniers temps. C'est Serge Obassa dans la liste des 3 gardiens de but avec Alapé et Danjinou. Et puis nous avons le retour également de Lenny Pirengel qui, avec son nouveau club, Kévi Rouen, commence à trouver ses marques, sa vivacité nous intéresse beaucoup. Nous avons malheureusement la blessure de Cédric Ntondi qui va nous manquer, c'est certain, mais nous avons avec Olivier Verdon et Momo Tidjani 2 joueurs dans l'axe qui sont aussi à la hauteur. Nous avons la possibilité, avec l'arrivée de Adigo de Leipzig, qui est reconverti en latéral, de faire jouer quelqu'un en cas de souci de blessure sur le côté, puisqu'il peut jouer des 2 côtés.
et faire rentrer par exemple Roche ou un autre, Fassinou ou Tamimou, dans l'axe. Le reste des 25 convoqués sont des habitués. Ce sont eux qui auront la lourde responsabilité d'une 5e participation du Bénin à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça va se jouer dans le dernier match en Libye à Tripoli. On sera prêt pour ça et on fera tout évidemment, surtout avec notre état d'esprit, avec des joueurs qui ont retrouvé un peu le rythme dans le club, d'être à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Rendez-vous le 14 et le 18 novembre à Abidjan et à Tripoli. En interactualité, les Mauriciens sont aux urnes pour des législatives à suspense. Le président russe Vladimir Poutine promet un soutien ferme de Moscou aux pays africains. C'est à l'occasion d'une conférence ministérielle Russie-Afrique à Sochi. Et puis à Bakou, en Azerbaïdjan, démarre demain la 29e conférence annuelle de l'ONU sur le climat. Le Monde en bref, c'est une compilation de Amandine Anyambossou. Les Mauriciens élisent ce dimanche le député. Environ 1 million d'électeurs sont inscrits pour ces 12e législatives de l'histoire de la République parlementaire mauricienne. Le leader de l'Alliance qui obtient la majorité devient Premier ministre puis nomme le président. La campagne a été marquée par un scandale d'écoute qui a fait craindre une érosion démocratique dans ce pays pourtant stable d'Afrique. Les résultats sont attendus lundi. La Russie et l'Afrique entament un nouveau chapitre de leur coopération avec le lancement de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Cet événement majeur se tient à Sochi et fait suite au succès du 2e sommet Russie-Afrique de 2023. Les participants sont des diplomates et des hauts fonctionnaires d'une 50aine de pays africains. Les discussions vont permettre d'explorer des sujets variés et de favoriser un échange fructueux entre les participants. Russie promet son soutien total aux pays africains. Je tiens à réaffirmer que notre pays continuera à apporter un soutien total à nos amis africains dans différents secteurs. Assurer un développement durable, lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, combattre les épidémies, les problèmes alimentaires et les conséquences des catastrophes naturelles. La 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques démarre ce lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Une occasion cruciale d'accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique. La COP29 réunit des dirigeants de gouvernements, d'entreprises et de la société civile afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes déterminants de notre époque. Elle sera principalement axée sur le financement. C'est également un moment clé durant lequel les pays vont présenter leurs plans d'action nationaux actualisés sur le climat dans le cadre de l'accord de Paris qui sont attendus pour le début de l'année 2025. En Espagne, la colère ne retombe pas 2 semaines après les immenses pluies et inondations qui ont frappé la région de Valence. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une manifestation pour dénoncer l'inaction des autorités. Elles sont accusées par les sinistrés d'avoir sous-estimé les risques et mal coordonné les secours après les inondations du 29 octobre dernier. Selon la délégation gouvernementale à Valence, la manifestation a rassemblé 130 000 personnes. Ce journal s'achève. Agréable fin de week-end à vous en compagnie de nos programmes. Sous le haut patronage de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et sous la coordination du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, le Bénin organise un forum